Il est 8h35 sur studiokalita.com. Boker Tov, Eliana Gurfinkel, Boker Tov pour cette chronique Un jour, notre histoire qui est consacrée ce matin à Shimon Peres. Shimon Peres qui, il y a 10 ans, jour pour jour, était élu président de l'État d'Israël. Exactement. Et c'est sur ce grand homme donc, de l'histoire israélienne, Shimon Peres, que j'aimerais revenir ce matin. Alors, il est né Shimon Persky en 1923 dans la ville de Wiśniew en Pologne. Quand il a 11 ans, sa famille émigre en Eretz Israël, à l'époque qui est sous mandat britannique. La famille s'installe à Tel Aviv et Shimon, lui, va dès l'âge de 14 ans dans un internat. Mais pas n'importe lequel. Alors, fasciné par les pionniers sionistes, il va étudier à l'école agricole de Ben Shemen. Donc, c'est une école qui est quand même assez connue. Elle est réputée pour son enseignement de qualité. Et dans ce village qui est composé d'internats, on forme la nouvelle jeunesse des travaillistes aux valeurs de l'amour de la terre d'Israël et du peuple juif. Et c'est surtout là qu'il va rencontrer l'amour de sa vie, Sonia Gelman, qu'il va épouser en 1944, à l'âge de 21 ans. Alors, quand il finit ses études à Ben Shemen, Shimon s'installe au kibbutz Alumot, à côté de Tveria. Il va y travailler pendant quelques années. Et c'est dans ce kibbutz aussi qu'il va faire ses premières armes en politique, puisqu'à l'époque, une grande partie de l'establishment travailliste vient des kibbutzim. Il est un très bon orateur, il explique bien ses opinions. Et en l'occurrence, il milite pour la création immédiate d'un État juif, puisqu'on est avant la création de l'État d'Israël. Il est déjà membre du mouvement sioniste et il est le secrétaire du mouvement de jeunesse Anoar Haoved. À ce moment-là, il n'a que 19 ans. En décembre 1946, pour la première fois depuis la guerre, les dirigeants juifs de Palestine se réunissent en Europe. Parmi les membres de la délégation venue au Congrès sioniste mondial, un jeune inconnu est présent et il s'appelle Shimon Peres. Il se fait remarquer par Levi Eshkol, qui le charge de l'assister pour la mobilisation des troupes dans la lutte pour l'indépendance. Quelques mois après donc cette indépendance, Eshkol nomme Peres chef de la mission d'achat d'armes et de munitions aux États-Unis. Il va vivre quelques années à New York et après quelques années, c'est Ben Gurion lui-même qui le rappelle en Israël. Il le nomme directeur général adjoint du ministère de la Défense. Alors les généraux de l'état-major sont très mécontents et demandent au Premier ministre « Comment peut-on nommer un garçon si jeune à un poste si important ?» D'autant plus que Shimon Peres n'avait pas fait l'armée. N'avait pas fait l'armée et qu'il n'avait pas non plus de diplôme, puisqu'il avait commencé à faire ses études aux États-Unis et que Ben Gurion l'a rappelé avant qu'il termine. Et Ben Gurion va rétorquer dans son style habituel « Être jeune n'est pas un défaut ». Voilà, donc il a été complètement encouragé par son mentor qui est Ben Gurion. Il va jeter les bases de l'industrie d'armement et d'aéronautique en Israël qui aujourd'hui est extrêmement connue. Il va nouer d'excellentes relations avec la France socialiste et c'est lui qui va obtenir plusieurs marchés pour la défense du jeune État. C'est peut-être grâce à ça qu'il parlait français. Il participe aux tractations secrètes à Sèvres. Oui ? Non, juste une précision pour bien comprendre, parce qu'on a dit qu'il n'avait pas fait son service militaire, mais ça c'est pour une bonne raison. C'est parce que en fait, le département dans lequel il travaillait très jeune, ce département d'acquisition des armes, n'a pas été passé au sein de l'armée israélienne naissante de Tsahal. S'il avait été, il aurait été certainement, il serait rentré dans l'armée, il aurait été officier, mais ce département est rentré au sein du ministère de la Défense. Donc c'est la raison pour laquelle Shimon Peres n'a pas fait l'armée, c'est la raison pour laquelle donc, il est rentré très rapidement au ministère de la Défense sans avoir son service. Mais en fait, ce que vous vouliez dire, c'est qu'à l'époque, les grandes personnalités de la Défense, c'était les gens du Palmach et de la Haganah, et donc en fait, il y avait une espèce de rivalité entre ces gens qui avaient fait leurs armes. Non, il n'y avait pas une rivalité. Il y avait un partage des responsabilités à l'époque entre certains départements. Il y avait les départements qui ont été inclus au moment de la création de l'État d'Israël dans le ministère de la Défense et des départements qui ont été inclus au sein de Tsahal. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle Shimon Peres n'a pas fait son service ou n'a pas été officier de l'armée israélienne. Merci Daniel. Alors, après cette petite précision, il va, donc je disais qu'il participera aux tractations secrètes à Sèvres qui aboutissent le 29 octobre 1956 au déclenchement de la campagne de Suez. Et c'est lui aussi qui va faire démarrer avec ingéniosité la construction française d'une centrale nucléaire à Dimona dans le désert du Negev, qui d'ailleurs a été renommé le centre Shimon Peres juste après son décès. En 1965, il entre pour la première fois en politique en se présentant aux élections sur la liste du Rafi, donc qui est le nouveau parti de Ben Gurion. C'est par ce parti qu'en fait que Peres va entamer une longue carrière politique.
Étant le poulain de Ben Gurion, il est souvent jalousé pour cette raison. Dès le début de sa carrière politique, il va aussi se positionner comme l'adversaire d'Yitzhak Rabin, une rivalité acerbe qui marque de son empreinte l'histoire du Parti travailliste, voire celle de l'État d'Israël. Quand Rabin est au pouvoir, Peres va occuper le poste de plusieurs ministères. C'est lui qui sera par exemple le ministre de la Défense lors de l'opération de sauvetage à Entebbe. Puis quand c'est au tour de Begin de gagner les élections, Peres lui devient le chef de l'opposition. Alors, on l'oublie souvent, mais Peres va être longtemps surnommé en Israël le malchanceux de la politique. Très souvent, il n'est pas apprécié, voire détesté par les masses israéliennes des années 80. On le trouve un petit peu snob, pas proche du peuple, à l'inverse de Menachem Begin. Et il ne va réussir en fait à être Premier ministre que de façon partielle lors du gouvernement d'union nationale et de la rotation entre Yitzhak Shamir et lui. Quand viennent les élections de 1988 où Shamir est élu, cette fois-ci, il n'y a plus de gouvernement d'union nationale. Alors Peres est... Oui. Il y a un gouvernement d'union nationale, mais pas de rotation. Il y a un gouvernement d'union nationale. Mais pas de rotation. Voilà. Donc comme il n'y a plus de rotation, alors Peres est dans l'opposition jusqu'en juillet 1992. Et... Quoi ? Non, c'est pas grave. Allez-y. C'est pas jusqu'en juillet 92 ? Il était dans le gouvernement d'Yitzhak Shamir jusqu'en 1990. Il a voulu opérer une manœuvre. Oui, la manœuvre militaire puante. avec une manœuvre politique avec Aryeh Deri pour essayer de scinder le gouvernement d'union nationale et de refonder un gouvernement de gauche soutenu par le parti Chasse. Ça n'a pas marché et finalement, donc c'est là que le gouvernement d'union s'est scindé, les travaillistes sont sortis du gouvernement, le gouvernement est devenu un gouvernement restreint jusqu'en 1992 et l'arrivée d'Yitzhak Shamir. Voilà. Juste précision. Une petite précision. Voilà. Merci Daniel. Et en 92, lors de la victoire éclatante de Yitzhak Rabin aux élections, Peres est à nouveau ministre des Affaires étrangères. Alors Peres, c'est lui aussi qui est la personne, le cerveau derrière les accords d'Oslo, puisque c'est lui qui va penser aux accords d'Oslo, c'est lui qui va les préparer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est lui qui va recevoir le prix. Il va recevoir en même temps que Yitzhak Rabin et en même temps qu'Yasser Arafat le prix Nobel de la paix. Peres va ensuite rester en politique pendant de nombreuses années. Il va être dans l'opposition, il va être dans le parti de Kadima. Et enfin, en tant que député, puisque en Israël, les présidents sont toujours des députés, sont des hommes qui sont élus par les députés. C'est comme ça qu'il va être élu, donc il y a 10 ans exactement, comme président de l'État d'Israël. Alors il faut rappeler que quand Shimon Peres est devenu président de l'État d'Israël, alors que si on avait dit que dans les années 80 il était un petit peu détesté par tout le monde, alors quand il a été président, pas du tout. Il a été extrêmement aimé, non seulement par les Israéliens, mais par le monde entier, qui l'a vu comme un doyen de la société israélienne et comme un des derniers grands hommes qui aurait fondé l'État d'Israël. Voilà. Merci Iliana Gurfinkel pour cette chronique quotidienne. Un jour, notre histoire consacrée ce matin donc aux 10 ans de l'élection de Shimon Peres au poste de président de l'État d'Israël. Une page musicale avant de nous retrouver pour la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.